pour reprendre une entreprise, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce qu'en quelques dizaines de minutes, je vais te montrer toutes les questions et toutes les choses que tu dois regarder pour savoir si l'entreprise que tu veux reprendre a un bon système d'information ou si tu pourras l'améliorer correctement. Voilà, je m'appelle Billy Félicie, je gère une agence à Lyon depuis plusieurs années d'accompagnement à l'intégration d'outils numériques pour les PME. Concrètement, on est développeur sur mesure. Notre travail, ça consiste à accompagner des PME dans la mise en place de tout un paquet d'outils numériques pour venir faire en sorte que ça fonctionne. Facturation, CRM, compta et tout ce qui va avec. Et donc, on vient construire des environnements numériques pour venir gérer la comptabilité, le commercial, ou même mettre en place des outils physiques dans les magasins, des tablettes ou ce genre de choses. Et on travaille, nous, avec Odoo, mais aussi avec plein d'autres outils. Et notre but, c'est de faire en sorte que les PME arrivent à bien travailler efficacement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quand on rachète une activité, quelles sont les choses qu'il faut regarder pour savoir si ça fonctionne bien ou pas. Parce que oui, c'est quand même un sujet ultra important. Est-ce que l'ERP dans la boîte que tu veux racheter et le système d'information, c'est un levier qui va t'aider à faire de la croissance ou est-ce que c'est un risque et dans ce cas-là, il faut quantifier le risque que tu vas prendre. Donc au sommaire de cette vidéo, on va venir parler de plein de choses. On va parler du coup de pourquoi le SI est un actif stratégique, quels sont les blocs fondamentaux d'analyse SI pour savoir comment on fait pour auditer correctement une boîte, comment on budgétise dans son business plan le système d'information et comment on fait pour chiffrer tout ça pour être sûr que ça fonctionne bien. Et si on a le temps, on verra aussi pour parler des 100 premiers jours post-reprise. L'objectif, ça va être de venir, à la fin de cet atelier, identifier les signaux, poser les bonnes questions, comprendre ce que vous achetez, estimer le niveau de risque et intégrer un budget de mise à niveau. C'est quand même assez fat, on va être assez rapide pour être sûr que tout ça fonctionne bien. L'idée, c'est qu'à la fin de la séance, au moins, toi, tu sauras où il faut regarder, tu sauras ce qu'il faut demander et tu sauras comment on fait pour évaluer les risques de cette reprise. Pour ça, l'intérêt, c'est de faire en sorte que dans les 12 premiers mois de la reprise, tu saches déjà où tu vas, qu'il n'y ait pas d'angle mort, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres où tu te dises merde, en fait, ça, j'y avais pas pensé. Pour être sûr que quand tu reprends ton activité, tu te dises ok, je sais exactement où je vais parce que j'ai déjà posé les bonnes questions et audité la boîte en amont. Alors, déjà, premier point assez drôle, c'est que quand toi, tu veux reprendre une entreprise, on t'a souvent parlé de plein de choses hyper importantes. Les bidas, la trésor, la structure des coûts, les équipes, clients, et généralement on parle de dépendance. Tout ça, c'est des sujets qui sont généralement assez bien abordés quand on reprend une entreprise. Et c'est souvent des sujets sur lesquels on est blindé. Par contre, il y a un actif qu'on examine rarement avec autant de rigueur. Et pourtant, c'est un actif qui est extrêmement important. C'est la question du système d'information. Ce qu'on appelle le système d'information, c'est tout ce qui va graviter autour du cœur de l'entreprise. C'est-à-dire les commandes, les factures, la production, relations clients, mais même l'inventaire, la gestion des fiches de paie, la gestion de la comptabilité. Bref, aujourd'hui, à l'ère du numérique, on vient gérer toute sa boîte avec un système d'information. Avant, le système d'information était souvent archaïque, et surtout pour de la PME. PME, TPE, on avait des feuilles Excel, des machins. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir un système d'information centralisé et faire en sorte que ça tourne bien. Alors, dans les grands groupes, ces systèmes d'information sont souvent quand même bien rodés. Je rentre pas dans le détail, mais je pense que si tu as déjà bossé dans un grand groupe ou que tu as déjà été cadre sup, dirigeant, tu sais que dans les grands groupes, on a généralement SAP avec une cartographie des applications, tout un paquet de procédures qui ont été bien foutues, une politique de sécurité, tout est rodé. Et souvent, l'outil, il est sur mesure. Il a quand même été fait pour faire en sorte qu'il corresponde bien à la boîte. D'autant plus que, en général, il y a un système en interne, il y a un directeur des systèmes d'information avec une équipe informatique qui est capable de venir personnaliser l'outil, répondre aux questions, puis dès qu'on les appelle, il y a tout de suite une réponse. Ou alors on dépose un ticket, si vous êtes un peu plus malchanceux. Bon, vous les connaissez, hein, Oracle, Dynamics, SAP, tous ces outils-là, bon, c'est des sujets qui sont assez connus, tout le monde les a déjà plus ou moins vus, mais ça, c'est pas ce qu'utilisent les PME. Une PME va pas utiliser SAP ni Oracle, ça aurait aucun sens d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que tous ces outils-là, ils sont lourds, ils sont figés et ils sont chers. Donc ils sont pas adaptés à de la PME. Lourd, parce qu'il y en a partout dans tous les sens. Figé, parce qu'en fait, il y a de la sécurité. Et cher, parce qu'en fait, il y a des abonnements derrière qui sont énormes. Il y a quand même toute une équipe informatique qui s'amuse à le développer. Donc c'est un budget faramineux. Concrètement, les grands groupes et les ETI, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leurs besoins? Un grand groupe, en général, il veut de la stabilité dans le temps et éviter qu'un responsable fasse n'importe quoi. Parce que oui, il y a tellement de monde partout que si un directeur qui s'amuse à ouvrir des dossiers, à cliquer là où il faut pas, au clé d'automatisation, on s'y retrouve plus. Les informations, elles sont ultra filtrées parce qu'il faut pas que l'adjoint il ait accès au compte bancaire.
par exemple. Il faut pas qu'il ait accès à la transaction machin et au groupe bidule. Puis étant donné qu'il y en a partout dans tous les sens, il faut pas que tout le monde ait accès à toutes les infos, parce que sinon on n'aura jamais fini. Donc il y a beaucoup de filtration. Qui dit beaucoup de filtration, dit aussi beaucoup de verrouillage. Et dès qu'il y a un problème, eh ben, il y a une équipe informatique en interne. Ça, je pense que tu es bien d'accord pour dire que la boîte que tu es en train de reprendre, vous n'êtes pas 7000, 8000 ou 10 000 collaborateurs. Vous êtes peut-être 20, 50, 15, 30, 100. Bref, vous êtes en train de reprendre une PME. Et donc, les logiques ne sont pas les mêmes. Les logiques des PME, c'est quoi? Il faut que ça soit flexible, déjà. Il faut qu'on puisse améliorer l'outil en continu. Il faut pouvoir pivoter rapidement, parce qu'une PME, ça bouge. Une PME, en 2025, on décide de bosser sur tel segment de marché. En 2026, en fait, on décide de bosser sur un truc en plus, ou on décide de changer d'angle, ou on décide d'attaquer un nouveau truc. Tout ça, c'est des changements. Ces changements, il faut pouvoir les suivre avec son système d'information. Si on les suit pas, on est foutu. Et SAP, jamais de la vie, sera capable de faire ça. On va ensuite pouvoir accéder à de l'information rapidement. Qui que ce soit dans l'équipe, que ce soit le manager, que ce soit le RH, on s'en fout, l'information elle est partagée entre tout le monde en général, peut-être éventuellement le compte bancaire, mais l'information elle est souvent partagée. Donc il faut pouvoir y accéder facilement. Et il faut qu'il y ait beaucoup de fonctionnalités. Contrairement à du SAP, il faut qu'on lui demande ce qu'on veut faire. Il faut que sur un outil, on soit capable de venir faire tout un paquet de choses qu'on n'a peut-être même pas forcément anticipées. Générer des tableaux de bord, des automatisations, envoyer des mails, cliquer sur un bouton. Il faut pouvoir faire évoluer la boîte au fil du temps. Et donc, bien évidemment, tout ça ne se fait pas dans le même outil. Les grands groupes et les outils n'utilisent pas les mêmes choses que les PME. Du coup, la grande question, c'est, une PME, qu'est-ce que ça utilise? Malheureusement, c'est pas le rêve non plus. Une PME, ça vient déjà se construire au fil du temps. C'est pour ça, cette belle image, je pense que j'exagère un peu, mais à peine. Parce qu'il y a quand même des boîtes qui sont assez anciennes, 10, 20, 30 ans d'expérience. Est-ce que ça ressemble à ça? Allez, éventuellement, il y a un écran plat. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que le RP, il est vieillissant. Il n'a jamais été remis à jour. Souvent, il y a beaucoup de fichiers Excel qui ont été érigés en système de gestion. Un fichier Excel n'est pas un système de gestion. C'est autre chose. Souvent, il y a une personne qui maîtrise l'ensemble du système. Et quand je dis qu'il y a une personne qui maîtrise le système, c'est pas forcément le dirigeant. Parfois, c'est le jeune de la boîte qui est très content d'utiliser ce genre de truc, qui aime bien tester, bidouiller, machin, etc. Mais c'est lui qui sait, c'est pas le dirigeant. Ça, c'est énorme aussi, c'est un énorme sujet. On va en parler après. Un outil métier sur mesure, sans documentation. Bah oui, parce qu'on bricole, on fait des choses, on se dit, ah, moi, en tant que prestataire, je fonctionne comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va faire en interne. Donc, ils décident de mettre en place un processus. Puis après, ils le rebricolent et ils le mettent sur une feuille Excel. Et donc, ça veut dire que le processus de la boîte en lui-même, il n'est pas standardisé. Il est un peu flou. Il y a un savoir physique dans un placard et il y a des accès qui sont non tracés et non sécurisés. Et le nombre de fois où il va y avoir des boîtes qui ont des problèmes de mots de passe, parce qu'en fait, il y a machin, un bidule qui est parti avec et qui a fait des commandes sans demander, vous imaginez pas, mais c'est un vrai sujet. Et du coup, des données sensibles qui ne sont pas protégées. On pourrait presque parler d'informatique à la française. Pourquoi? Parce que, contrairement à d'autres pays européens, pays nordiques par exemple, on a quand même des a priori en France qu'on aime bien garder. Déjà. Ce que j'ai acheté en 2005, c'était super. Franchement, ça devrait être pareil aujourd'hui. Je comprends pas. C'était bien à l'époque, pourquoi c'est plus bon aujourd'hui? Et en plus, moi, si j'achète un outil, c'est pour le garder toute ma vie. Moi, c'est pas pour faire des investissements tous les 5 ans. Et puis, bon, en vrai, qui s'explose pas? Pas de problème. Ça tient, ça bouge. À la fin de la journée, on a fait nos commandes. Pas de problème. Premier réglé. Bon, c'est un peu facile. Déjà parce que, bien évidemment, ce qui a été productif à un moment donné, eh bien, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous êtes moins performant que les concurrents, avec les mêmes coûts. Si vous achetez un outil, à l'ère de l'IA et du 4.0, c'est pas une bonne idée. On peut plus vraiment garder un outil sur du long terme, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a trop de changements avec l'IA, avec machin, avec les nouveaux outils qui apparaissent tous les ans. Ne pensez pas que l'outil que vous allez acheter aujourd'hui, vous allez le garder pendant 30 ans, c'est pas possible. Vous allez le garder 5 ans, peut-être. 5 ans, c'est déjà pas mal. Puis après, il y a peut-être des changements qui vont se faire. Alors, évidemment, il faut essayer de garder l'outil le plus longtemps possible. Mais malheureusement, il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui que ça risque de beaucoup bouger. Déjà parce que on est à l'ère du 4.0, et donc, du coup, les outils, ils évoluent extrêmement vite. Des agents IA qui arrivent dans tous les sens. Croyez pas que vous allez y échapper. Et si vous y échappez, votre concurrent, lui, il va pas y échapper. Donc, il sera beaucoup plus efficace que vous. Et c'est pour ça aujourd'hui, petit aparté, qu'on observe des belles boîtes
qui sont capables d'avoir une productivité de fou avec 3 fois moins de personnes. Parce qu'ils ont été malins, qu'ils ont mis en place des agents, des nouvelles technologies, des automatisations et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer dans le rachat d'entreprise. Si vous intégrez ce sujet dès le départ et que vous êtes automatisé, malin, intelligent dans le système d'information, vous serez 5 fois plus efficace que vos concurrents. Et ça, je peux vous le garantir. Parce qu'aujourd'hui, la situation en France et en Europe, c'est que les gens, ils ont des boîtes avec systèmes d'information qui sont pourris, mal automatisés, mal foutus. Et donc, il y a vraiment une belle marge à se faire en étant efficace et productif. Vous savez quel pays a été capable de comprendre ça très tôt? C'est la Chine. La Chine, je vous invite à aller voir ce documentaire qui est passionnant, qui va dans des campagnes chinoises reculées et qui propose de la formation au e-commerce et à la logistique informatique. Voilà. Ils vont aller voir des personnes qui ont plus de 40, 50, 60 ans dans des campagnes où ils ont passé toute leur vie à cultiver des patates et ils vont leur dire, écoutez, cultiver des patates, ça vaut rien, vous allez crever. Ce qu'on vous propose, c'est de vous former à l'informatique, de vous former au e-commerce, et à partir de demain, vous allez envoyer des colis avec AliExpress. C'est un pari de ouf. Et ça a cartonné. Et ils ont réussi à rénover des villages entiers qu'ils ont transformés en villes en quelques années, parce qu'ils ont mis au courant tout le monde comment faire en sorte d'utiliser un bon système d'information, un bon outil informatique, et ils ont accompagné en douceur toutes les personnes sur place pour venir faire en sorte que les gens soient formés. J'en dis pas plus, je vous encourage à aller voir ce documentaire qui est hyper intéressant. Et ensuite, ça explose pas, c'est qu'on peut continuer. Bon, bah, bien évidemment, le voyez venir, hein. Si chaque jour on fait ça, on vient accumuler une dette technique. Ce que ça veut dire, c'est que plus le temps passe et plus l'entreprise que vous avez accumule une dette. Parce que le moment où on veut se remettre ne serait-ce qu'à la page pour faire en sorte que les choses fonctionnent normalement, exemple la facturation électronique, si on veut se remettre à la page, bah, ça coûte plus 3 ou 5 ou 15 ou 20 jours de travail. Ça va coûter des semaines, des semaines et des semaines. Parce qu'il va falloir tout reprendre, tout refaire. Et tout refaire, c'est pas que de la technique, c'est plein d'autres choses. Parce que oui, le système d'information, c'est pas qu'un logiciel. Et ça, je vais insister tout le long de l'atelier, parce qu'il y a encore cette idée de dire, ouais, mais on s'en fout, c'est un logiciel. Non, c'est pas une question de logiciel, on s'en fout. Le logiciel, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Que vous preniez un machin, un bidule, le truc muche, le vrai sujet, c'est votre donnée, elle est comment? Est-ce qu'elle est fiable ou elle n'est pas fiable? Est-ce qu'elle est exploitable ou elle n'est pas exploitable? Et cette donnée-là, elle est gérée avec quel type de processus? Les processus, est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Ou est-ce qu'au contraire, on fait ça un peu doigt mouillé? Ah, bon, on va le faire comme ça. Et derrière, c'est des humains. C'est une équipe qui gère ça. Cette équipe, est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle fait des tableaux de bord en claquant des doigts? Est-ce qu'elle est capable du jour au lendemain, si tu lui poses une question, de te répondre dans l'après-midi? Ou est-ce qu'il lui faut là 3 semaines? Ou est-ce qu'elle te dira, écoute, moi j'en sais rien? Mais le cerveau, la matière grise, c'est pas quelque chose qui est lié au logiciel. C'est vraiment de la formation, de l'apprentissage. Et les processus clairs, c'est pas que des humains. C'est vraiment l'entreprise en tant que telle, elle gravite autour de quoi? Et ça, c'est le dirigeant qui gère. Si le dirigeant il est mature, ok. Si le dirigeant n'est pas mature, vous aurez beau avoir un SAP, un Oracle ou n'importe quel mastodonte de RP, si le dirigeant il est pas mature et que la boîte elle est pas mature, ça servira à rien. Et moi, tous les jours, en tant qu'agence, je peux te garantir que je vois un paquet d'entreprises qui ont des bêtes d'outils, mais ils font n'importe quoi et ils s'en rendent même pas compte. Donc c'est pas qu'une question de logiciel informatique, loin de là. Et donc bien évidemment, l'évaluation de ce système, il n'est pas que technique. Bon, on pourrait dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Bien évidemment, on voit ça comme on veut. Déjà, je pense qu'il y a les PME matures. Les PME matures, c'est des PME généralement qui ont déjà un ERP qui tourne bien. Elles ont peut-être Odoo, elles ont peut-être Zoho ou ce genre de truc, et ça tourne. Ils gèrent leurs commandes, ils gèrent leurs devis, ils gèrent la gestion commerciale. Souvent, c'est des boîtes qui sont rodées. Les boîtes qui sont rodées, c'est souvent des boîtes qui sont très productives. C'est souvent des dirigeants qui sont assez jeunes, qui ont été malins, qui ont regardé des tutos, des vidéos, qui se sont branchés, pardon, avec des intégrateurs comme nous, pour poser des questions, pour savoir du coup, comment ça marche, vers quoi je dois aller. Bref, ils sont au clair avec la situation. C'est souvent des boîtes qui sont les normes ISO 9001 par exemple, parce qu'ils savent qu'ils doivent être bien encadrés dans la gestion de leur processus. C'est souvent des boîtes qui ont fait des investissements réguliers, qui font de la formation. Bref, ils sont déjà très productifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que reprise? Ça veut dire que déjà, tu auras du mal à l'améliorer. C'est déjà bon en fait. C'est déjà bien. Donc, comme ils sont très productifs, tu vas avoir du mal à améliorer tout ça. Alors ça a l'air bien sur le papier, mais en fait,
C'est déjà bien de base. C'est un peu comme si t'achètes une bagnole qui était déjà nickel. Bah, si tu veux la revendre derrière, t'auras du mal à faire des réparations dessus pour l'améliorer et la revendre plus cher. Ça va être compliqué parce que ça marche déjà bien. Par contre, c'est un signe d'une grande intelligence et d'une bonne maturité de dirigeant. C'est pas toujours le cas. Je reformule. C'est rarement le cas. Quand on tombe là-dessus, c'est chouette. Et les meilleures boîtes, les plus belles boîtes qui font les plus belles croissances que je connais sont là-dedans. Ça, y a aucun doute là-dessus. Aucun. Ensuite, il va y avoir les débrouillards. Les débrouillards, c'est ceux, généralement, je dis pas ça pour vendre ma cam, c'est pas le but, mais c'est souvent des gens qui se sont dit qu'ils allaient tout faire eux-mêmes et qui disent oh, pas de problème, je vais sur internet, je trouve les meilleurs outils, je les implémente. C'est souvent des gens qui se disent il faut des outils et pas il faut un système d'information, il faut des outils. Ok. Du coup, ah bah pour ma compta, j'ai trouvé un outil, j'ai regardé pendant 3 semaines des vidéos sur YouTube, cet outil il est vachement bien. Ok, je le mets. Ah, le site web, j'ai regardé ça, c'est vachement bien. Ah, les stocks, ça c'est vachement bien. Oui, puis ça, et puis ça, et puis ça. Et à la fin, il y a 45 outils informatiques dans tous les sens. Alors, sur le moment, on se dit, bon, ça va, c'est cool, ça marche bien. Le problème, c'est que ça, c'est que sur le moment. Parce que il y a beaucoup de disparités. Déjà de base, il va y avoir généralement les gens qui comprennent les logiciels et les autres. Je l'ai vu par exemple dans des agences immobilières où ils ont à peu près entre 5 et 15 outils. 15, vous vous rendez compte? Qui payent tous, hein. Parce que, ah bah il faut un outil pour récupérer les annonces. Ah, et puis il faut un autre outil pour venir faire les images. Ah, et puis il faut un autre outil pour faire les descriptions. Puis il faut un autre outil pour contacter tout le monde. Puis il faut un outil pour savoir les visites qu'on a faites. Bah, et bah à la fin, on a 25 outils dans tous les sens. Est-ce que c'est productif? Bah non. Il y a de la latence. Il y a des trous. Il y a des salariés qui disent, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Parce que du coup, moi, dans mon travail, je dois jongler entre machin, bidule, bidule, bidule. C'est insupportable, c'est long et du coup, on perd du temps. Et en plus, il y a tellement d'outils qu'on peut même plus former les nouveaux quand ils arrivent dans la boîte. Alors du coup, le nouveau, il arrive, il dit oh, il se passe quoi là? Alors ouais, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Dans 6 mois, t'auras compris. Et on le forme pas, hein, bien évidemment. C'est juste, on lui dit bah tiens, prends tes accès, tu te débrouilles. Du coup, il est comme ça, il dit, je comprends rien. Ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et donc, un salarié, au lieu de mettre 3 semaines à le former à ce qu'il soit opérationnel, vous allez mettre 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et si en plus c'est barre entre temps, vous aurez perdu de l'argent à recruter un salarié pour rien. Ça a l'air de rien, dit comme ça, vous dites ben non, mais ça tourne, les outils, ils font le boulot. C'est les gens qui comprennent pas. Bah oui, mais en fait, si c'est mal fait, c'est normal que les gens y galèrent. Qu'est-ce que ça te dit à toi en tant que repreneur d'entreprise? Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que mine de rien, ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée, que tu la payes un peu moins cher et qu'il y a une belle marge de progression à faire. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà des process, qu'il y a déjà des façons de travailler, qu'on a déjà identifié qu'il fallait gérer les commandes, les machins, les bidules. Et en analysant tous ces trucs qui sont mal foutus, tous les outils dans tous les sens, on est capable d'intégrer un ERP centralisé. Ça va coûter cher, mais on va être capable de le faire. Donc il y a une marge de progression. Il faut la quantifier, il faut la chiffrer, mais il y a une belle marge. Parce que si avec 15 personnes on est capable de monter la boîte et de gérer la boîte et d'être à une productivité de 80%, si on refait tout ça, la productivité, du coup on va passer à, imaginons, pas 80%, mais il y aura une marge, on va passer à 50% et du coup il y aura 50% de marge à récupérer en plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais en gros, vous allez être plus productif avec la même quantité de personnes. Et l'équipe sera beaucoup plus satisfaite de venir bosser avec vous. Et ça change tout aussi. Et la troisième catégorie, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi? Il n'y a pas de processus. On y va au doigt comme ça, de oh, ouais, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. C'est généralement le moment où vous avez des salariés qui décident eux-mêmes d'installer des propres outils. Ça, c'est dingue. On va avoir des commerciaux qui disent leur truc, il est pourri en interne, ah, cette boîte, c'est n'importe quoi. Ouais, bah je vais installer Salesforce. Et ils installent Salesforce tout seul. Ils prennent, puis après on voit le patron, puis ils disent ouais, alors j'ai installé un outil, c'est nickel, trop pratique. T'es ok que j'utilise? Ça coûte combien? 30 € par mois. Allez, vas-y, prends-le. Et puis après il y a Christine qui vient qui dit ouais, moi il me faut, moi j'utilise ça. C'est Notion, c'est très pratique. Je peux le prendre? Allez, vas-y. Le dirigeant il comprend rien, il sait pas ce qui se passe. Il dit oh, bah on verra. Visiblement ils s'entendent bien, ça marche bien. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Bah à la fin, les gens ils font chacun leur sauce. Alors, s'il y a quelqu'un qui part, il n'y a aucun processus pour savoir comment on forme la nouvelle personne à cet outil. On n'a pas harmonisé les choses, donc ça veut dire que les gens se renvoient la balle. Et à la fin, l'information, elle est retransmise à l'oral ou par écrit entre les différents participants. Le commercial, quand il a fini d'utiliser son Salesforce, du coup, plutôt que d'avoir un truc intégré, il va dire à l'oral, ouais, on a signé machin, il faut que tu ailles voir bidule. Et tiens, je te mets sur ta feuille Excel si tu veux. Tiens, regarde, ça c'est le client machin. Voilà, t'es ultra long, ultra archaïque.
Il n'y a pas de processus. On ne sait pas qui fait quoi. Et ça, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger parce que le gap entre la maturité et la situation initiale, il est énorme. Parce que là, c'est pas qu'une question de OK, on va reprendre les outils, on va faire un processus. Non, c'est là, il n'y a pas de processus clair. Les salariés, ils en font qu'à leur sauce. C'est-à-dire qu'il faut aller voir tous les salariés, comprendre comment ils fonctionnent. Pourquoi il fait ça comme ça et pas comme ça? Ça, c'est un beau bordel. Donc, il y a un gap qui est énorme. Un gap qui est énorme pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu décides d'aller là-dedans, alors tu vas pouvoir faire une belle marge. Parce que c'est des boîtes certainement qui sont en train de perdre de l'argent. C'est peut-être même des boîtes qui sont en train de faire faillite. C'est possible. Si tu fais les choses proprement, tu peux vraiment faire un beau coup. Tu peux faire un très beau coup. Par contre, il va falloir le chiffrer, il va falloir être malin, il va falloir comprendre si dans les processus qu'on veut faire, est-ce qu'on peut les faire bien ou est-ce que ça va te coûter un bras? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est possible, c'est là où tu feras peut-être les meilleures opérations, mais par contre, voilà, il y a du risque qui est énorme. C'est un peu comme si tu achetais un appartement qui était complètement défoncé et qu'il va falloir tout refaire. Alors, sur le moment, je pense que tu connais hein, l'appartement, la maison, tu veux t'acheter une maison qui est en ruine, tu veux tout refaire. Tu vois le truc, tu te dis, ouais, les travaux ils vont prendre 3 mois. En fait, ils te prennent 1 an et demi. C'est la même chose. C'est exactement le même sujet. Tu vas mettre un pied dedans, et en mettant un pied dedans, tu vas te rendre compte que les combles, ils sont foutus, qu'il y a de la flotte partout, qu'il y a de la mérule ou je sais pas quoi. Et ça va être pareil en informatique. Tu vas te rendre compte que les connexions API, elles sont dégueulasses. Tu vas te rendre compte que les données, elles sont dégueulasses. Que pour reprendre les données, ça va te coûter 5 à 10 000 balles. Rien que ça. Juste reprendre les données. Tu vas te dire, merde, ok, mais j'ai mis le pied dans quoi en fait là? Ben voilà. C'est ce qui risque de se passer si tu fais ça. Donc, il faut que tu le prennes en compte et que tu sois accompagné, que tu fasses gaffe. C'est logique. Parce que oui, si c'est bien fait, l'ERP, il vient graviter autour de systèmes d'information. Parce que normalement, tu vas avoir un ERP intégré dans l'idéal, dans le fonctionnement normalement final. Tu dois avoir un outil qui te permette de faire graviter tout ça ensemble. Et si ça, c'est pas le cas, tu vas avoir plein d'Excel dans tous les sens, plein d'outils dans tous les sens et ça va être dégueulasse. Alors, en France, qu'est-ce qu'on utilise? En général, bon, vous voyez, hein, déjà ce qu'on peut dire en voyant ce graphique, c'est que il y a quand même tout un paquet de RP différents. Les plus gros, c'est quoi? Bon, ça va être Dynamics, bien évidemment, qu'on retrouve à peu près partout, mais c'est pas la norme, hein, pas tant que ça. Puis il y a beaucoup de gens qui en changent aujourd'hui. Odoo, qui est aujourd'hui un des ERP les plus utilisés en France, et nous, on est justement partenaire, intégrateur de cette solution spécifiquement. On a tout un paquet d'experts et de développeurs sur ce sujet. Mais on a aussi Dolibar. On a fait un comparatif sur notre site, hein, si vous voulez comparer Dolibar à Odoo. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dolibar, NetSuite, celle-ci, Axonaut, qui est un newcomer hein, qui vient d'arriver. C'est une petite boîte. Ils sont assez petits, hein, mais ils ont commencé à faire des trucs un peu sympas. On peut pas faire tant de choses que ça, mais c'est pas mal. Sage qu'on connaît, SAP qu'on connaît, voilà, bon, je vais pas faire la liste d'Ivalto, on croise beaucoup de boîtes qui sont sur Divalto, qui veulent complètement changer parce qu'ils n'en peuvent plus, voilà. Bref, je rentre pas dans le détail, mais il y a tout un paquet d'outils qui existent en ERP. Et le vrai danger, c'est quand tout fonctionne. Pourquoi? Parce que on pourrait s'imaginer que bah, quand ça va pas, il faut régler les choses. Alors oui, bien évidemment, quand ça va pas, c'est un danger, ça c'est plutôt évident. Mais le vrai danger, c'est que si vous voyez pas venir qu'il y a des problèmes, alors qu'en fait, a priori, ça a l'air de fonctionner, là, c'est un problème. J'aime bien faire des métaphores, donc j'en fais une. C'est comme si vous achetez une bagnole qui tourne bien, mais il y a un joint de culasse qui se prépare. Pour les gens qui font un peu de mécanique, ils vont comprendre. Joint de culasse, si vous en avez à faire, vous êtes mort. C'est simple, faut refaire la bagnole. J'exagère, hein, faut refaire un joint de culasse, mais ça va coûter du pognon. Et ça va coûter beaucoup de pognon. Et si c'est pas fait, la bagnole, au revoir. Bon, bah là c'est pareil. Ça a l'air de fonctionner, vous roulez, ça marche bien. Puis à un moment vous découvrez, vous faites ouh la merde. Pourquoi? Parce que la question c'est pas de savoir si ça fonctionne aujourd'hui. Ah oui, ça fonctionne aujourd'hui, sinon il n'y aura plus de boîte. C'est logique. Par contre, est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est maîtrisé? Et est-ce que c'est transférable? Transférable, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reprendre les informations et les mettre ailleurs? Est-ce qu'on peut les donner entre salariés? Est-ce qu'on peut changer d'outil? Voilà, l'information, elle est gérée comment? C'est propre ou c'est pas propre? Dit autrement, si demain matin, l'ensemble du système informatique de l'entreprise tombe en panne, combien de temps l'entreprise peut fonctionner? Une vraie question. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que tu as la réponse? C'est pas évident. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble les 3 grands risques qui sont liés au système d'information. Et ces 3 grands risques-là, on va les éplucher en profondeur pour que tu arrives derrière à faire ton audit correctement. Déjà, le premier, c'est la question de la productivité. Est-ce que tes équipes, elles perdent du temps ou pas? Alors, perdre du temps dans quoi? Bah, s'il y a un arrêt brutal, s'il y a le serveur qui lâche, si vous tapez un ransomware, s'il y a une base de données qui est corrompue, si l'activité elle est paralysée.
Derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous perdez du temps? Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Bref, vous devez être capable d'identifier ces éléments-là pour être sûr derrière que vous soyez bien productif et que vous exécutiez comme il fallait les choses. Le deuxième sujet, c'est la question de la dette technique et des coûts qui sont associés. Est-ce que ton entreprise, là que tu veux racheter, c'est un château de cartes ou pas? Parce que effectivement, peut-être que d'apparence ça fonctionne bien, mais est-ce que derrière, le coût pour venir remettre au propre les choses va être élevé ou pas? Bah, généralement, les coûts, c'est associé à la comptabilité. Quand la comptabilité, elle est mal faite en interne, c'est la merde. Ça va être tout ce qui est en lien avec les stocks et les clients. Si les stocks sont faits n'importe comment, ça va être très compliqué, ça va coûter cher et toute la stratégie en elle-même de l'entreprise vis-à-vis de ces processus, si ils sont pas clairement, identifiés, si on a décidé de faire des choses un peu au pif sans que ça soit vraiment, décidé, bah, ça veut dire qu'il va falloir retravailler les processus et ça va vous coûter très cher et ça va prendre du temps. Et le troisième sujet, c'est la question du plafond de verre. Est-ce que, ton entreprise va pouvoir se développer correctement avec l'outil que tu as aujourd'hui et les processus informatiques que tu as aujourd'hui? Parce que, bah, bien évidemment, l'objectif de ce rachat, c'est de pouvoir faire une croissance avec la boîte. En tout cas, je l'espère pour toi. Si ton outil est pas capable de suivre ça, s'il est pas capable de vendre à l'étranger, s'il est pas capable de suivre une augmentation du nombre de commandes, comment toi tu vas faire pour venir gérer ça? On a donc 3 grands risques: la productivité, la dette technique et l'évolutivité. Donc le fameux plafond de verre. Il ne suffit pas d'évaluer chaque catégorie à part parce qu'en fait, on pourrait se dire: «Bah, je commence par l'évolutivité, puis après je parle de la dette technique et après je parle de la productivité». Turns out que malheureusement ces 3 sujets sont complètement liés. Donc c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre pour évaluer ces 3 sujets. On va devoir rentrer un peu plus dans le détail et on va devoir regarder des catégories. Nous, on propose une grille de lecture en 5 catégories: organisation, centralisation, accès, dépendance, infrastructure, sécurité, données, grosso modo. Il va y avoir tout un paquet de sujets, de questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui qui vont te permettre de faire une évaluation cohérente de, ces 5 catégories. Concrètement, si on parle de ces 5 axes, organisation et centralisation, de quoi on parle? Bah, est-ce que les équipes, elles perdent du temps ou pas? Très clair. Ce qu'on regarde, c'est, les doubles saisies, les silos d'information, la dépendance aux objets toxiques. Ensuite, on va regarder accès et dépendance. Est-ce que vous êtes vraiment maître chez vous ou pas? Donc là, on va regarder le contrôle des accès, la non-dépendance à une seule personne et la sécurisation des contrats informatiques. Parce que oui, en fonction des contrats que vous avez signés, bah, parfois vous pouvez être vite verrouillé sans vous en rendre compte. 3e sujet, c'est l'infrastructure et la continuité. Est-ce que l'entreprise peut survivre à une panne? Et là, on va regarder les sauvegardes, l'automatisation, le test, de restauration et la résilience du matériel. En termes de sécurité, on va regarder, si, l'entreprise peut subir une attaque ou pas de la part de petits malins qui décident de faire un ransomware ou ce genre de choses. Et donc on va regarder le déploiement de la double authentification, la protection des postes de travail et les normes RGPD. Parce qu'il y a 2 personnes qui peuvent vous attaquer. La première personne qui peut vous attaquer, c'est, une personne, en Afrique ou en Inde, parce que souvent c'est ça, qui vont, essayer, de prendre le contrôle de l'organisation et vous mettre un ransomware dessus. Et ensuite, vous demandez des fonds, enfin un rançon. Ils vont vous dire: «Si tu veux récupérer ta donnée, tu nous payes 15 000 € ou ta donnée, tu la reverras plus jamais». Donc c'est une rançon, c'est un kidnapping. Et le 2e, c'est, les, utilisateurs. Parce que si vous envoyez des mails, alors que la personne ne voulait pas avoir des mails, elle peut faire un dépôt de plainte au CNIL. Et s'il y a plusieurs pots de dépôt de plainte au CNIL qui sont réalisés, vous pouvez vous taper une amende. Donc, on joue pas, au malin avec ça. Et enfin, données et évolutivité. Est-ce que le système bloque la croissance ou pas? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Fiabilité des indicateurs financiers, capacité, de l'outil à venir absorber plus de volume ou même si vous voulez monter une filiale, comment ça se passe? Tout ça, ça gravite autour d'un outil, qu'on a monté, que vous pouvez obtenir en cliquant ici. Peut-être que dans cette vidéo, que si vous allez sur ce lien, le lien ne fonctionne pas, bien évidemment, tu peux m'envoyer, un message, si le lien ne fonctionne plus, et je serai ravi de t'envoyer l'outil à jour s'il existe encore au moment où tu regardes cette vidéo. On est en 2026, si on est en 2035, peut-être que ça a un peu bougé. Bon, faisons le point ensemble. Organisation et centralisation. Alors, je vais bien évidemment passer en revue un petit peu tout ça. Déjà, le principe, c'est que la donnée, elle va circuler dans tous les sens. Quand toi, tu vas vendre quelque chose à quelqu'un, en fait, il y a la même information qui va circuler. Au début, c'est le nom du contact, l'adresse, le machin, les bidules. Puis ensuite, cette information, elle va graviter de point en point.
Point 2, point 3, point 4. Le commercial, puis après la logistique, puis après la comptabilité, et ensuite patati, patata. L'information va circuler. Elle circule comment cette information? Est-ce qu'elle circule facilement? Vous avez un seul outil, ça tourne, ou est-ce que ça circule difficilement? Plus ça circule difficilement, plus vous allez avoir du mal à mettre en place des KPI fiables et en temps réel. Vous allez peut-être devoir passer sinon par quelqu'un qui va vous faire un tableau une fois tous les ans, et du coup, vous n'aurez pas de visibilité sur vos chiffres en temps réel, ce qui est quand même un peu dommageable. Souvent, le problème, c'est qu'il y a des Excel dans tous les sens qui sont mal foutus. On a des boîtes qui ont des équipes avec des doubles ou des triples saisies. Alors, je prends mon CRM et puis après, depuis mon CRM, je vais du coup marquer le nom et le prénom de la personne et son mail. Puis après, je fais un copier-coller et je vais dans ma facturation. Et là, dans mon outil de facturation, je refais la même chose. Ah, puis ensuite, sur mon logiciel de stock, il faut que je remarque l'adresse. Ça, c'est des doubles et des triples saisies. Remettre 3 fois la même information. Si sur votre ordinateur, vous avez tapé une info, on n'est pas censé vous la redemander une deuxième fois, ça n'a pas de sens. Et du coup, en général, c'est des stocks théoriques qui correspondent pas au physique, ça c'est un classique. Les stocks, on les regarde en fait quand on leur dit ouais, du coup vous avez bien 350. Non, 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 pas sûr. Bon bah du coup en fait on n'en sait rien. Et le calcul de la marge, parce qu'en fait à la fin, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que ce projet est rentable? Normalement oui. Bah oui, mais vous avez le chiffre, vous avez la rentabilité exacte? Non. Bon bah voilà, si vous n'avez pas la rentabilité sur les projets que vous faites, comment vous savez si vous êtes rentable? Moi cette phrase me paraît évidente, hein, mais en fait, on va dans le bâtiment, on leur demande: «Bah, du coup, le bâtiment à 15 millions que vous construisez, vous êtes rentable ou pas?» «À peu près, oui». «Comment ça, à peu près?» «Et bah, parce qu'en fait, on fait une marge, on dit un salaire, ça coûte à peu près tant d'euros de l'heure». «Bah, mais si vous prenez un intérimaire, ça coûte plus cher». «Ah oui, à peu près, quoi». Voilà, ça, c'est du à peu près. Plus vous faites du à peu près, moins vous avez un calcul de marge qui est fiable. À vous de voir si vous voulez piloter avec ça. Ça vous regarde. Moi, je suis pas sûr. Et ensuite, comment les entreprises généralement gèrent ce genre de sujet? Bah, souvent, c'est des humains derrière qui vont reprendre le sujet. Ça va être quelqu'un qui est bon, qui va refaire une feuille Excel et qui va décider par soi-même de se former et de dire OK et donner à ce son-là. Donc c'est des gens qui vont avoir un cerveau comme ça, une patate comme ça, et qui vont essayer de mettre plein de choses dans tous les sens. Et souvent la boîte tient autour de cette boîte. Si cette personne n'est plus là, alors là, c'est une catastrophe. Ou alors on va embaucher des assistants pour venir faire de la double ou de la saisie, de la double triple saisie. Donc on va prendre des assistantes de direction. Et on va leur dire, écoute, notre système il est mal foutu, tiens, débrouille-toi, fais les choses. On a la flemme. Et du coup on la paye pour qu'elle récupère des informations et qu'elle les mette dans un Airtable, un tableau Excel ou ce genre de choses. Voilà. Et après, la question, bah, c'est en réunion. La question, c'est de savoir si on a le vrai chiffre. Ah non, non, mais je te jure, il faut prendre ça en vente. Non, mais ça, faut pas le prendre. Oui, mais il y a 25 devis. Oui, mais les devis, ça compte pas parce que. Voilà. Donc il y a des débats et puis à la fin, on sait même plus les chiffres qu'on a. Le danger, c'est que tu risques d'acheter une boîte noire. Si la renta elle repose sur un fichier Excel, bah du coup, toi, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que c'est des vrais chiffres ou pas des vrais chiffres? Et du coup, la valeur de la boîte, elle est calculée comment? Est-ce qu'elle est calculée sur des vraies marges ou des marges qui sont faussées? Est-ce que la gestion des stocks, les stocks, ils sont bons ou ils sont pas bons? Bah ça, c'est un vrai problème. Comment on fait pour adresser ces problèmes? Là, maintenant, la question, c'est, OK, j'ai compris le problème de l'organisation. Je pose quel type de question à mon vendeur? Le cédant, je lui dis quoi? Voilà, plein d'idées de questions. On va pas les voir étape par étape, hein, mais est-ce que les informations sont centralisées? Est-ce que vous êtes indépendant des fichiers Excel pour piloter la boîte? Oui ou non? Il y a des fichiers Excel? Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont vraiment importants? À vous de me dire. Les équipes, est-ce qu'elles sont affranchies de double ou triple saisie? Vous posez la question à tout le monde. Est-ce que de l'information que tu tapes une fois, tu la retapes 2 fois, 3 fois, 4 fois, quelque part? Les clients, les devis, les livraisons, ce genre de choses. Un exemple concret. Quand tu, euh, quand tu fais une vente, imaginons que vous faites de l'achat-revente. Quand tu fais ta vente, est-ce que tu dois refaire ton achat manuellement ou est-ce que c'est automatique? Normalement, c'est automatique. Si tu génères une vente et que tu fais de l'achat-revente, bon, bah, on part du principe que si tu as fait une vente, c'est que tu as fait un achat. Ça me paraît évident. Imaginons que vous achetez en continu les produits. Bon, bah, dans ce cas-là, est-ce que cet achat, vous devez le retaper à la main entièrement ou est-ce qu'en fait, il est déjà préfabriqué, il suffit de cliquer sur valider? Ça, c'est un exemple très concret. Voilà, toutes les questions, je vous laisse les consulter en détail, ça va complètement vous aider. Ensuite, accès et dépendance, donc c'est le même sujet. Est-ce que l'entreprise, elle est propriétaire de ses outils ou pas? Est-ce qu'elle est dépendante à des contrats ou pas? Et est-ce que vous êtes dépendant à un individu? Souvent, le problème de tout ça, c'est qu'il va y avoir des mots de passe dans tous les sens, sur des post-it. Je vous assure qu'il y a encore plein de boîtes qui fonctionnent avec des mots de passe sur post-it. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai même eu une boîte qui m'a dit, on fonctionne toujours sur post-it pour les mots de passe. Le problème, c'est qu'on est une agence
qui est à une demi-heure d'ici. Et du coup, ils n'ont pas le post-it. Donc, quand il y a un nouveau salarié qui est recruté dans l'agence d'en face, ils n'ont pas les mots de passe. Donc, le salarié, pendant une semaine, il n'a pas accès aux outils. C'est un vrai sujet. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement avec nos clients. Donc, il y a un sujet à ce niveau-là. Les mots de passe circulent comment? S'il faut une semaine au nouveau pour avoir ces outils, ça va prendre du temps. Souvent, il y a des anciens salariés qui ont encore accès aux outils. Ça, c'est un danger, mais qui est énorme. Vous avez des anciens commerciaux qui sont allés voir la concurrence. Ils peuvent se connecter sur le compte. Et ils peuvent avoir accès à toute votre base de données. Ça, c'est un truc qui arrive, souvent. Voilà. Pareil, ça se sécurise, ça se travaille. Et parfois, c'est les prestataires logistiques, informatiques. Ou un employé isolé. Souvent, c'est un prestataire informatique. Qui est le seul à avoir les accès admin sur les serveurs. Qui est le seul à avoir accès aux documents, aux machins, aux bidules. Et parfois aussi, il y a des contrats logiciels avec des reconductions sur 3 ans. Il y a des boîtes que je ne vais pas citer qui aiment bien faire des contrats sur 3 ans ou sur 5 ans. Oui, c'est légal de dire à une société, votre contrat de maintenance qu'on fait pour votre site web, eh ben vous allez payer pendant 5 ans. Vous êtes tous obligés, vous n'avez pas le choix. Et quand tu leur dis, bah en fait non, je vais résilier avant, ils disent non, tu as signé un papier il y a 5 ans. Pas possible. Donc, faites attention à ça, vous reprenez peut-être une boîte avec des contrats sur plusieurs années. Ce que ça veut dire, c'est qu'imaginons, ça c'est le cas récurrent, hein. Vous trouvez une boîte, ça marche bien, vous vous dites c'est super, par contre, ouais, on va falloir changer le RP quand j'arrive. Tu arrives dans la boîte, tu fais tes manips, tu dis ok, bah, je vais changer pour Odoo, par exemple. Tu nous appelles, parce que tu as compris qu'on était super bon dans ce qu'on faisait, et tu nous appelles et tu dis ok, moi je veux changer pour Odoo. Je fais d'accord, vous êtes chez qui? On est chez telle boîte. Ok, on regarde le contrat, vous êtes engagé pendant 3 ans et demi encore. Vous faites comment? Ah, on va les appeler. Tu les appelles et ils te disent au téléphone, ah bah en fait, vous êtes engagé sur 3 ans et demi, donc là, actuellement, si vous résiliez maintenant, vous nous devrez 9 800 €. Ah ouais, mais je suis pas d'accord. Bah oui, monsieur, mais vous avez vu la boîte a signé ce contrat, nous, on n'y est pour rien. Allez, on vous fait une offre, 7 000. Voilà. Et vous faites quoi, du coup, à ce moment-là? Bah, du coup, le changement d'outil, il est plus si rentable que ça. Et plus rentable pourquoi? Parce qu'il y a une boîte qui vous a attrapé comme ça et qui va dire ok, bah maintenant, tu restes chez nous pendant 5 ans et tu bouges pas. Et il y a des reconductions tacites. Ça veut dire que si au bout de 5 ans, ça a été validé. Au bout de 5 ans, il y a personne qui a dit quoi que ce soit, bon, on reconduit sur 5 ans. Donc c'est des contrats de 5 ans par 5 ans. Alors, moi, j'hallucine que ça existe encore, hein, que ce soit légal. Mais par contre, effectivement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Du coup, comment font les boîtes pour venir gérer ce genre d'accès de dépendance? Honnêtement, il n'y a pas d'adressage à ce sujet en général. C'est une confiance aveugle. Le dirigeant, il va dire ouais, bah, c'est Jean-Marc qui gère, ça fait 15 ans, je lui fais confiance. Ou alors, j'ai une agence web depuis que je suis né, j'ai une agence web qui me suit, elle est très bien, ils ont tous les mots de passe, moi je comprends rien, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est sérieux? Moi, je suis pas sûr. Et donc, le vrai danger pour toi qui viens reprendre une boîte, c'est la prise d'otage. Parce que si c'est comme ça, le jour de la signature, t'as peut-être même pas les clés de ta propre baraque. Si le cédant il est fâché, si le prestataire externe il veut bloquer les accès, s'il veut faire du chantage, mais il pourra le faire. Et tu feras quoi à ce moment-là? Bah pas grand-chose. Et pour ça, du coup, tout un paquet de questions qu'on va regarder rapidement ensemble. Est-ce que les logiciels sont strictement encadrés? Est-ce que vous savez qui a accès à quoi? Vous bannissez tout partage de mots de passe sur papier, etc., etc. Voilà, on va regarder ceux qui sont critiques, hein. Avez-vous la pleine propriété et l'accès immédiat à tous vos comptes administrateurs vitaux? Bah oui, c'est tout con, mais ça me paraît évident. Et vos contrats de logiciel et d'hébergement sont-ils transparents, accessibles et flexibles? Ça peut énormément jouer pour vous. Voilà, êtes-vous libre de tout engagement bloquant de plus de 12 mois avec vos prestataires informatiques? Tout ça, vous devez le savoir, c'est extrêmement important. Ensuite, infrastructure et continuité. Est-ce que aujourd'hui, l'entreprise a un gilet de sauvetage solide face au sinistre, incendie, inondation, mais aussi en termes de matériel? Est-ce que l'infrastructure, elle est cohérente? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce que les serveurs, ils tournent depuis 8 ans dans un placard? Et si oui, ça veut dire que du jour au lendemain, peut-être que toute la boîte peut disparaître. Est-ce qu'il y a des sauvegardes qui ont été faites? Si oui, elles sont où? Elles sont faites comment? Pourquoi? Et s'il y a des sauvegardes qui existent, est-ce qu'elles ont déjà été testées? Et si oui, quand? Turns out qu'en général, les fichiers sont corrompus, ils sont plus utilisables depuis longtemps. Souvent, il y a un bon déni par rapport à ça. Le déni, c'est de dire on n'a jamais eu de problème, pourquoi on en aurait demain? Voilà. On croise les doigts et on se dit de toute façon, c'est comme un moteur, ça bougera jamais. Enfin, c'est comme de la magie, ça tombera jamais en panne. Alors que c'est un moteur et donc justement, ça s'use, il faut en prendre soin. Concrètement, bon, si vous, voilà, petite info, si vous reprenez, c'est une bombe à retardement si tu reprends une boîte comme ça, parce que si le serveur crache du jour au lendemain alors que tu viens de racheter, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça va te coûter du pognon en récupération et en information. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart des entreprises vont avoir des serveurs en ligne et des outils en ligne.
Mais il faut se méfier. Parce que si tu as encore un serveur en physique et que le chef d'entreprise a dit moi je veux tout que ça soit en physique chez moi, ce qui je ne recommande pas pour une PME en tout cas, sauf industriel avec un besoin de sécurité par rapport à ça. En dehors de ce sujet-là, pour moi, il faut passer sur ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, tu risques de te retrouver avec des frais supplémentaires un peu pourris si tu passes avec ça. Les questions à poser, il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques? Est-ce qu'elles sont réalisées quotidiennement? Plus plein d'autres questions sur le parc du matériel, les incidents informatiques ou ce genre de choses. Je vais te mettre en pause si tu as envie de voir la question en détail. En termes de sécurité, est-ce que le capital est sécurisé contre les attaques? Et est-ce que vous êtes dans les clous sur la loi RGPD? Souvent, eh bien, il n'y a pas de double authentification sur les outils. Il y a des boîtes mail qui sont utilisées un peu à l'arrache et les antivirus ne sont pas vraiment configurés pour un usage professionnel. Les fichiers clients, souvent, ils sont sur des clés USB, sur des post-it, ils sont faits un peu n'importe où, il n'y a aucune procédure RGPD. Alors la RGPD, la RGPD. Comment ça marche la RGPD? C'est simple. Vous avez l'obligation de respecter des lois sur la confidentialité des données. L'obligation, qu'est-ce que c'est? C'est si vous envoyez des mails, si vous stockez de la donnée, combien de temps vous la gardez, les données, vous les stockez de quelle façon, vous les transférez comment, et patati patata. Bon, en général, tout le monde s'en fout. Le vrai sujet, c'est, vous pouvez vous taper une amende. Une amende par qui? Par la CNIL. La CNIL, pourquoi vous contrôlerez vous? Toi, pourquoi elle contrôlerait ta boîte et pas une autre? La CNIL te contrôle si tu as reçu des plaintes. Comment on reçoit des plaintes? Si tu as reçu 3 plaintes, tu vas te faire taper un contrôle. Les plaintes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va sur la CNIL, qui dépose, qui donne ton siret, qui donne le nom de ta boîte et qui dit voici un exemple, il m'a envoyé un mail de publicité, je le voulais pas, CNIL. S'il y a 3 personnes qui décident de te faire chier, la CNIL elle vient chez toi. S'il y a des personnes mal intentionnées, qui n'avaient pas forcément de problème avec toi, qu'on part contre, mais qui ont envie de te faire chier, ils demandent à 3-4 personnes de déposer une plainte à la CNIL vient chez toi. S'ils constatent des manquements RGPD, ils te font payer. C'est très simple. Donc, tu vas peut-être te dire, ça m'est jamais arrivé, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Et si tu bossais dans un grand groupe, c'est plutôt logique que tu te sois contrôlé et que tout soit aux normes. Ça, c'est logique. Mais en PME, oui, ça arrive jamais. Mais si ça arrive, dans la grande majorité des cas, les boîtes ne sont pas au clair sur ça. Il faut que tu sois au clair. C'est malheureusement comme le DVERP, ce genre de choses, document unique. Oui, c'est chiant. Oui, ça coûte cher. Mais ça va pas te coûter grand-chose d'être aux normes RGPD. Faut juste être au courant. Juste fais gaffe. Juste tes données que tu vas récupérer quand tu vas acheter la boîte, elles datent de quand? 15 ans. Ok, bah ça sert à rien. Avoir des mails de personnes d'il y a 15 ans, ça va te servir à rien. Si tu ne vas pas les prospecter. Tu as 9 chances sur 10 de tomber sur une boîte qui n'existe plus ou de te faire embarrer. Tu vas pas les prospecter, ça n'a aucun sens. Du coup, tu les supprimes. Toute ton archive là de trucs il y a 15 ans, tu les mets dans un fichier Excel si tu veux, dans un coin. Mais tu enlèves les mails si tu veux. Mais ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui va te faire bosser ta boîte. Donc, voilà, il va falloir que tu sois au clair sur la documentation RGPD, que à minima tu fasses intervenir quelqu'un. Voilà, fais ça rapidement, te prends pas trop la tête, c'est pas un énorme sujet non plus, mais quand même il faut faire gaffe, parce que si c'est un contrôle, il faut montrer qu'à minima, tu as fait un peu le boulot quand même. Et souvent les boîtes se sentent invulnérables, elles se disent on est trop petit, personne ne va venir nous voir, et comme je te disais, en fait elles viennent te voir. Et le souci c'est que si tu as une attaque de ransomware, ou si tu as une plainte, tu peux te taper une amende qui peut aller jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires. Ça fait vite cher quand même pour des histoires de mails qui n'ont pas été traitées comme il fallait au départ. Donc les questions, bah voilà, elles sont simples. Traitement RGPD, antivirus, double authentification, comment ça se passe? Données évolutivité, le fameux plafond de verre. L'idée, c'est valider la croissance. Est-ce qu'on est capable de faire de la croissance avec la boîte? Voilà. Et bien là, il y a une infrastructure à venir gérer. Logiciel avec un tremplin pour savoir si l'outil que tu vas prendre derrière, l'infrastructure, est-ce que ça te permet de te progresser ou pas? Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des logiciels métiers qui sont spécialisés mais anciens, qui sont pas capables de se connecter ne serait-ce qu'à Internet. Donc il n'y a pas de connexion API possible et donc il faut tout refaire. Souvent, il y a dans certains cas le fait de devoir gérer plusieurs sociétés. Et les outils ne sont pas capables de le faire. Typiquement, si tu as envie de développer une filiale, comment tu fais? L'outil n'est pas capable, donc du coup, tu ne peux pas développer ta filiale. Autre sujet, si tu augmentes ton nombre de commandes, en fait, le système il explose. Et du coup, comment tu fais? Si tu recrutes quelqu'un, un salarié, comment ça se passe? Est-ce que ça marche bien ou pas? Et comment c'est adressé? Souvent, l'entreprise elle va brider ses ambitions commerciales.
et elle se dit: «On va pas refaire notre site e-commerce parce que notre logiciel il est pas connecté, ça va être la merde, ça va nous coûter cher de refaire un nouveau site». Ou alors la compta de dire: «Ah bah non, mais en fait on va pas faire une autre filiale parce que putain tu faut refaire toute la compta de la filiale mal». Bah ouais, si ton outil il est pas prévu de base pour évoluer, c'est sûr que ça va te coûter cher de base et du coup ça te bride dans ta capacité à évoluer. Un outil qui est bien fait te permet d'évoluer facilement sans trop de problèmes et donc en cas de reprise, bah, c'est qu'en fait le business plan que tu avais imaginé, tu peux pas l'exécuter. Ça, c'est un truc de fou. Tu te prévois un business plan sur les 3 à 5 prochaines années en te disant: «Je vais pouvoir booster la boîte» et au moment où tu veux l'appliquer, tu te rends compte que ton outil est pas capable de suivre. C'est un vrai sujet et donc tu as des questions à poser. Les critiques, hein, ça va être, est-ce qu'on peut supporter un doublement du chiffre d'affaires sans devoir remplacer l'outil? Est-ce qu'on peut analyser finement les marges par produit ou par service? Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut venir poser, qui sont extrêmement importantes. Si tu poses pas ces questions-là, bah, en fait, tu n'auras pas d'infos sur le plafond de verre. Voilà, donc je vais vous présenter, l'outil. Enfin, je vais te présenter l'outil que nous on a développé, hein. Cet outil, c'est celui-là. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, on a un outil en ligne qui te permettra de venir gérer tout ça. Tu mets le nom de ta boîte, tu mets le secteur d'activité, tu mets l'effectif, tu cliques sur débuter et à chaque fois, tu vas pouvoir répondre à des questions. Est-ce que, les informations clés sont dans l'outil principal? Oui, non. Oui. Si tu mets non, bah, il va du coup te faire varier les 3 pôles qu'on a vus: productivité, dette technique et évolutivité. Est-ce que, vous dépendez de fichiers Excel? Si vous dites non, bah, il va commencer à détecter des alertes et dire: «Ah ouais, là c'est bon, là c'est pas bon» et cetera et cetera et tu vas pouvoir répondre à toutes les questions qui s'affichent et ça va te permettre de venir voir à chaque fois si on est bien sur quelque chose de productif ou s'il y a des, problèmes dans l'entreprise. Voilà et derrière, ça vient te générer un rapport et dans ce rapport, tu vas avoir du coup ton schéma qui t'explique du coup ton score par rapport à la moyenne. Donc là, j'ai pris le cas d'une entreprise qui est vraiment en difficulté. Donc on est à un chiffre en dessous de 0. Quand le score est négatif, c'est qu'il y a une difficulté. Quand le score est positif, c'est que ça va ou alors c'est que ça va vraiment très bien. Il y a des infos par rapport à l'effectif et par rapport au secteur. Et ensuite, on a identifié des risques majeurs. Par exemple, plafond de verre technologique. L'infrastructure ne supportera pas vos ambitions de croissance. Vous devrez anticiper un projet de refonte. Pilotage dépendant des tableurs. Exposition directe aux pertes de données, dépendance. Et puis après, vous avez votre vision. Inefficacité sur la productivité, dette technique, dette identifiée, évolutivité, évolutive sous forte contrainte. L'ajout de nouveaux sites ou d'activités complexes obligera à adapter lourdement les outils actuels. Voilà, donc et vous pourrez après imprimer après cette évaluation. Elle n'est pas sauvegardée en ligne, il va falloir que tu la télécharges après. Voilà, donc c'est un outil qui va te permettre de faire plus facilement ce qu'on vient de voir ensemble parce que je comprends bien que derrière, bah, il y a quand même déjà beaucoup de choses à voir, hein, c'est un peu lourd. Donc ça va te permettre de faire l'évaluation en conséquence. Voilà, je te remercie, d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de la première partie. Je vais du coup te faire une prochaine partie pour venir te présenter, après avoir vu cet outil, eh bien les 100 prochains jours et l'évaluation du budget, vis-à-vis de ce projet de reprise sur le système d'information. Je te remercie, pense à mettre un commentaire parce que j'ai passé beaucoup de temps, 46 minutes, mais en réalité j'ai passé un peu plus. J'ai passé beaucoup de temps. C'est important pour moi. Donne-moi ton avis, donne-moi une critique. Je suis ouvert à tout. Le but, c'est de proposer le meilleur contenu possible sur internet. Je te dis, à très vite sur les prochaines vidéos. Salut.